Quand on parle des risques liés à la bourse et à l'investissement dans les médias, on va parler d'une chose quasiment exclusivement, à savoir le crack. Le crack, la bulle, l'effondrement des marchés. Tout le monde veut savoir quand est-ce que la prochaine crise financière mondiale va arriver. Le problème, c'est que très peu de personnes ont l'aptitude de prévoir les cracks boursiers, si ce n'est quasiment personne. Et même quand effectivement vous arrivez à anticiper un crack, ce qui est rendu possible par une stratégie assez subtile, mais qui consiste à faire une vidéo toutes les 2 semaines pendant 10 ans en annonçant un crack effroyable, et grâce à ce très gros échantillon, eh bien parfois vous allez tomber juste, ce qui va vous permettre de prévoir une crise financière. Mais même dans ce cas-là, c'est pas si utile parce qu'une fois que le crack est là, il est très dur de savoir combien de temps il va durer, jusqu'où les marchés vont baisser, et c'est notamment le drame de ce qui s'est passé en 2022, avec beaucoup de gens qui attendaient un crack bien plus violent que ce qui n'a été, et qui donc ont attendu, jusqu'à ce que les marchés remontent, reviennent à leur niveau actuel, et finalement que tous ces gens ne puissent pas investir et soient laissés sur la touche. Cette vidéo n'est donc pas sur le risque de crack financier, mais sur un risque qui je pense est beaucoup plus dangereux pour le portefeuille de la plupart des gens, à savoir le risque simplement d'investir sur un produit financier, sur une action, et que cette action perde 50, 70, 90% de sa valeur sans qu'il y ait particulièrement de crise financière. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus en ce moment, avec beaucoup d'exemples que vous avez peut-être déjà entendus, et c'est un risque qui, je pense, est encore plus important que le risque de crise, parce que quand il y a une crise financière, vous pouvez espérer récupérer une partie de l'argent quand les marchés vont remonter et quand la crise financière sera finie, alors que quand votre action perd 90% de sa valeur, il n'y a rien qui garantit que le cours de l'action va remonter à son niveau précédent. Et donc malheureusement c'est vraiment de l'argent qui est perdu, c'est une perte sèche qui ne va a priori jamais être remboursée par quoi que ce soit. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est s'intéresser aux entreprises qui ont le plus mal performé pendant les dernières années, des boîtes qui ont perdu autour de 80% de leur valeur sur les 5 dernières années, et on va essayer de voir quels sont les facteurs qui ont provoqué ces chutes très importantes. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces différentes entreprises, et donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour ne pas investir sur des boîtes qui pourraient être à risque également de connaître un destin tragique. La première entreprise qu'on va analyser est une entreprise que vous ne connaissez probablement pas de nom, puisqu'elle s'appelle VF Corp, mais vous connaissez probablement certaines des marques qui composent le holding, puisqu'on a par exemple The North Face, Timberland, Vans, Eastpak ou Napa Pigerie, qui sont donc principalement des marques de vêtements nord-américaine. Ce holding allait plutôt très bien jusqu'en 2021 où il a perdu plus de 80% de sa valeur, passant de plus de 80 $ l'action à 14 $ l'action actuellement, donc une chute vertigineuse et en seulement 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers 2020, le holding a voulu faire l'acquisition de l'entreprise Supreme, une entreprise de vêtements également, connue pour faire des pulls avec écrit Supreme dessus. Ils font aussi parfois des t-shirts avec écrit Supreme encore une fois dessus, donc une entreprise au concept assez simple, qui a cependant été acheté pour une somme de plus de 2 milliards d'euros, donc assez significatif, et avec une dette, en contractant de la dette, comme beaucoup de rachats du style. L'entreprise avait déjà une dette préexistante, donc ça a fait monter la dette à plus de 6 milliards de dollars, ce qui commence à être significatif pour une boîte de cette taille. Et après ça, il y a eu un événement tragique pour l'entreprise, puisque en 2022, on a connu à la fois une augmentation des taux très forte, qui a forcément augmenté très significativement la pression financière qui a été exercée par la dette de l'entreprise, qui donc a nécessité plus d'argent pour le remboursement et puis pour garantir la pérennité de la dette. Mais de l'autre côté, on a eu également l'inflation et le ralentissement économique qui sont venus avec l'augmentation des taux, ce qui a eu un double effet négatif sur l'entreprise, avec à la fois des revenus et surtout des profits qui ont baissé significativement, et en plus de ça, comme on l'a dit, une pression financière et un coût de remboursement de la dette qui a augmenté. Et comme vous le voyez, cette situation a été très sévèrement punie par les marchés financiers, avec un cours de l'action qui s'est effondré. La question de la dette est un facteur de risque assez classique pour toute entreprise, mais c'est malheureusement un facteur de risque qu'on avait un peu oublié avec le temps, parce que pendant très longtemps, les taux étaient très bas, et les taux diminuaient plutôt d'année en année, ce qui faisait que la pression à la dette était assez faible et assez peu considérée par les analystes financiers, sur le marché action en tout cas. Un petit détail qui je trouve donne un peu une indication de l'importance qu'avait la dette avant 2022 pour les investisseurs, c'est que quand vous regardez Google Finance ou pas mal d'autres sites qui donnent les premières informations financières sur une action, souvent on vous parle donc de la valorisation, du plus haut, du plus bas, de la marge, des revenus nets, souvent du ratio PE, mais on vous parle tout de même plus rarement de la dette et ou des ratios d'endettement. C'est quelque chose qui n'est pas par exemple sur Google Finance, et je trouve que ça montre bien que pendant une période c'était un facteur qui était peu étudié par les financiers, que ce soit pour les investisseurs d'ailleurs professionnels ou particuliers. C'était quelque chose qui était un peu étudié forcément par les investisseurs professionnels, mais pas tant que ça,
Et les investisseurs particuliers, je pense beaucoup ne s'y intéressaient que très très peu. Pourtant, c'est un peu le facteur de risque de base. Parce qu'une entreprise qui a une dette significative, en fait, va tout simplement vivre n'importe quel événement très négatif beaucoup plus violemment qu'une entreprise qui n'a pas de dette. Vous prenez l'exemple d'Apple, ça fait un certain nombre de trimestres qu'Apple a des résultats un peu décevants avec une croissance un peu décevante, mais puisqu'Apple n'a aucune dette et a même plutôt 100 milliards de cash en réserve sur ses comptes, et bien en fait, le risque lié à ces résultats un petit peu décevants, enfin, il faut rester réaliste, il n'y a rien de grave, mais des résultats qui ont un petit peu déçu au niveau de la croissance, en fait, le risque lié à ça est très faible parce qu'il n'y a pas de dette, il y a beaucoup de cash. L'entreprise n'a virtuellement aucune chance de faire faillite dans la situation actuelle. Alors que n'importe quelle entreprise qui commence à avoir une dette significative, dès qu'il y a des résultats, par exemple, qui déçoivent fortement, la répercussion de ces résultats dans les cours de bourse va être beaucoup plus violente parce que tout simplement, les investisseurs vont avoir peur que l'entreprise dégringole petit à petit jusqu'à faire faillite. Une situation catastrophique pour un investisseur action parce que quand une entreprise ne peut plus payer sa dette et payer les intérêts de sa dette et ne peut plus faire rouler sa dette correctement, eh bien l'action tombe à une valeur de quasi zéro et souvent hyper diluée. On l'a vu avec Casino, avec Orpea, vous perdez tout. Donc évidemment c'est une situation catastrophique qui fait peser une pression sur l'action beaucoup plus forte que si l'entreprise n'a pas de dette. Donc on est vraiment sur un facteur de risque très direct et très simple. Il y a un autre point que je voulais absolument aborder parce que je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup de gens peuvent tomber sur les marchés financiers actuellement, qui est le fait que la dette fausse complètement, rendre complètement inopérant beaucoup de ratios financiers et de manière qu'on a d'évaluer des entreprises potentiellement sous-évaluées. Je vais vous donner un petit exemple pour introduire un peu le concept. Imaginez qu'un businessman vous croise demain et vous propose de lui racheter son entreprise, une grande entreprise avec 1000 salariés, de belles usines, un beau chiffre d'affaires et une entreprise qui a généré un profit net de 2 millions d'euros au dernier trimestre. Et comble de la chance, l'entrepreneur vous dit que vous pouvez racheter l'entreprise pour 2 millions d'euros. Alors là, c'est l'opportunité du siècle, c'est extraordinaire. Vous courez vendre votre maison et faire le plus de crédit possible, et vous rachetez l'entreprise. Le problème, c'est qu'en regardant les comptes de l'entreprise, effectivement, tout ce qu'a dit l'entrepreneur est vrai, mais il a oublié de dire quelque chose, qui est que l'entreprise a une dette de 300 millions d'euros. Et là, d'un coup, l'affaire paraît moins attrayante, moins juteuse. Eh bien, les marchés financiers fonctionnent exactement de la même manière. Quand vous voyez une entreprise qui est valorisée par les marchés financiers, ce qui est valorisé, c'est à la fois tous les actifs de l'entreprise, tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle produit, mais également tous les passifs, toutes les dettes. Donc une entreprise peut avoir beaucoup de dettes et donc une valorisation en bourse très faible. Mais en fait, c'est pas juste que la valorisation est faible parce qu'elle est sous-évaluée, c'est la valorisation est faible parce que la dette est très importante. Et c'est typiquement le cas de la prochaine entreprise qu'on va voir, Paramount, une entreprise qui a entre autres un studio de production qui a produit le dernier Mission Impossible par exemple, donc de très grands films. Et puis ils ont également des chaînes de télé qui fonctionnent assez bien, donc de très beaux actifs. Et quand vous regardez les bilans financiers de la boîte, c'est formidable. Vous avez une entreprise qui génère 7 milliards de revenus par trimestre, donc top. Au dernier trimestre, elle a fait 500 millions de bénéfices nets, ce qui est tout à fait satisfaisant. Et l'entreprise n'est valorisée qu'à 7 milliards de dollars. Alors on peut se dire comme ça que c'est l'opportunité de l'année, que c'est un deal d'investisseur value extraordinaire. Parce que si on fait une petite estimation des bénéfices de l'année 2024 un peu rapide, on peut rapidement atteindre un ratio cours-bénéfice très bas, autour de 5, 4, voire même en dessous. Un ratio formidable et on peut se dire attends mais c'est une super affaire, je vais acheter l'action tout de suite. Le problème c'est que comme pour VF Corp, l'entreprise est fortement endettée et donc en réalité cette market cap n'est pas représentative. L'action a plus de 20 milliards de dollars de dette, donc en fait ce ratio valorisation-bénéfice il est complètement faussé par une market capitalisation qui est complètement rétrécie par la dette. Vous voyez, c'est pas représentatif. La vraie valeur auquel les marchés financiers estiment les actifs de l'entreprise est en réalité beaucoup plus élevée que les 7 milliards de valorisation qui sont affichés en théorie. Mais vous voyez, c'est très théorique. Et donc en fait, ce ratio PE de 5, il n'est pas comparable. Vous ne pouvez pas comparer ce ratio PE de 5 avec cette dette énorme avec le ratio PE d'une autre boîte, genre L'Oréal, alors qu'il va avoir un ratio PE beaucoup plus grand et qui n'a pas du tout la même situation financière, qui n'a pas du tout une dette qui est aussi importante par rapport à sa valorisation. Vous voyez, c'est pas comparable, donc on peut pas comparer. Et donc ce ratio PE, qui est au fond un élément de comparaison, ne peut pas être utilisé pour dire que la boîte est sous-valorisée, c'est pas possible. C'est un piège, je pense, dans lequel honnêtement, beaucoup de gens peuvent tomber, parce que parfois quand je lis des articles financiers, je vois des gens qui disent « Waouh, cette action a un ratio PE de 5, c'est hyper sous-valorisé », sauf que derrière, la dette est gigantesque. Donc c'est pas du tout représentatif, vous pouvez pas vous baser sur ça. C'est pas un point qui est pertinent, c'est un piège. Et c'est un piège dans lequel je pense beaucoup de gens tombent actuellement parce qu'ils ont oublié cet aspect dette qui n'a pas été très présent dans les marchés financiers récemment. Et on peut prendre, pour faire encore une digression, le point de vue inverse et dire que parfois certaines boîtes qui vont avoir des ratios de valorisation assez élevés, typiquement Apple dont on a déjà parlé. Alors Apple certes pour une boîte qui ne grossit que très peu actuellement
a un ratio de valorisation hyper élevé, c'est vrai, franchement même moi je trouve ça un peu trop élevé, mais d'un autre côté, voilà, il faut bien comprendre que c'est une boîte qui a zéro dette, qui a 100 milliards de cash et qui a en plus de ça une marge très importante, très saine et qui ne descend quasiment jamais en dessous des 20%, ce qui est un atout financier et un gage de sécurité très important. Puisque, encore une fois, quand on regarde les deux boîtes VF Corp et Paramount et qu'on regarde leurs marges, c'est des marges qui bougent beaucoup et qui parfois passent dans le négatif. Et quand vous avez une entreprise qui ne rapporte pas d'argent, qui perd de l'argent, en fait, cette entreprise vaut à la fois tout et rien, parce que l'entreprise est valorisée sur ses profits futurs. Une boîte non rentable n'a pas de valeur intrinsèque, alors qu'une boîte qui génère de gros bénéfices récurrents avec une marge confortable sur le long terme, elle a une valeur intrinsèque en dessous de laquelle elle ne pourra pas vraiment tomber. Une boîte qui perd de l'argent peut valoir 0 €. Il n'y a rien qui empêche ça. Alors qu'une boîte qui, par exemple, donne des dividendes et qui génère des bénéfices significatifs régulièrement, ne va pas valoir 0. Vous voyez, il y a un espèce de seuil en dessous duquel elle ne pourra pas vraiment baisser. Ce qui explique encore une fois que certaines valeurs qui n'ont pas de dette et qui ont des marges très importantes, du Microsoft, du Google, certes, les PE sont plus hauts que la moyenne, mais en même temps, les marges ne sont pas du tout dans la moyenne et la situation, les bilans comptables ne sont pas du tout dans la moyenne. C'est des boîtes qui ont plein de cash, zéro dette et des marges très significatives, parfois au-dessus de 25%. Et qui ne bouge pas, qui ne passe jamais en négatif. Donc vous voyez, on ne peut pas valoriser ça non plus comme une boîte normale, et ça nous donne une raison de plus pour acheter ces actions. La troisième entreprise qu'on va regarder est une entreprise française que vous connaissez peut-être un peu mieux, puisque c'est Téléperformance, le leader notamment des centres d'appel dans le monde, mais aussi une entreprise qui va aider d'autres entreprises à externaliser leur système de relations clients et de communication avec les clients. Alors, ce qui s'est passé tout d'abord, et ça va vous faire plaisir je pense, c'est qu'au début, il y a eu une petite bulle sur Téléperformance. Ah, on parle de la bulle. Puisque Téléperformance était valorisée avec des multiples qui font penser, par exemple, à des valorisations comme Hermès ou comme Nvidia. Enfin, c'était même, à l'époque, valorisé plus cher que n'est valorisé Nvidia actuellement, puisque il y avait un multiple entre la valorisation de la boîte et ses bénéfices qui était de plus de 40. Donc c'est vraiment un multiple extrêmement élevé, d'habitude réservé aux entreprises avec une technologie ultra innovante et des entreprises qui ont une croissance future attendue gigantesque. Alors Téléperformance avait effectivement une belle croissance, mais en termes de technologie, c'était pas, il faut pas se mentir, c'était pas une super technologie qui méritait une valorisation telle. Alors c'était sans doute dur de s'en rendre compte à l'époque parce que l'IA est arrivée très vite, mais de fait, la valorisation était peut-être un peu exagérée à l'époque, mais ce qui a précipité la chute de l'entreprise, c'est surtout la question de l'IA, et notamment de la concurrence que pourrait faire l'IA à leur business model, avec un risque tout simplement que l'entreprise ait de moins en moins de parts de marché et soit de plus en plus remplacée par des solutions IA moins coûteuses, et donc potentiellement moins rentables pour l'entreprise, et puis même proposées par d'autres entreprises, puisque Téléperformance n'a pas l'air très au fait de ces questions-là. Les fondateurs ont l'air un peu hésitants, et ça a fait très peur au marché financier, qui ont divisé le cours de l'entreprise par 4 par rapport à ses plus hauts. Encore une fois, on peut sans doute expliquer à peu près 40% de cette baisse par la survalorisation qui avait été les performances avant toute cette crise, mais les 50% restants sont dus à un facteur qu'on avait un peu oublié, je pense, qui s'était un peu éclipsé depuis, par exemple, Nokia ou Kodak, d'entreprises qui faisaient des téléphones et des appareils photo non numériques. Eh bien, c'est la question de la disruption technologique. Des entreprises qui sont simplement remplacées par d'autres avec des technologies plus innovantes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas tant vu que ça sur les 10 dernières années en bourse, mais qui pourrait revenir très fort avec l'IA notamment, qui fait peser une certaine pression sur beaucoup de secteurs. Et par exemple, un secteur auquel on ne penserait pas en premier en parlant d'IA, mais qui finalement pourrait être un peu chamboulé par ça dans les prochaines années, c'est la question de la santé. Puisque par exemple, aujourd'hui, on voit que des solutions d'intelligence artificielle pourraient accélérer drastiquement le processus de recherche de médicaments et de produits. Et donc si certaines entreprises réussissent à bien implanter ça efficacement dans leur processus de recherche et que d'autres n'y arrivent pas, eh bien certaines boîtes pourraient perdre rapidement des parts de marché, se faire concurrencer de manière trop agressive et ainsi connaître des grosses difficultés. Donc c'est clairement une menace qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui parce que ça va se multiplier et il va y avoir des boîtes où on n'aurait pas imaginé qu'elles étaient menacées et finalement peut-être que si. Et ça va très vite, comme on le voit avec Téléperformance. Dès qu'il y a des craintes, dès qu'il y a une pression, parce que là, aujourd'hui, Téléperformance a gardé une situation financière assez saine, avec une dette qui inquiète un petit peu aujourd'hui, mais qui n'était pas démesurée non plus. Et pourtant, déjà, le cours a corrigé, ce qui montre le caractère très tourné vers le futur des marchés financiers, puisqu'en finance, on va s'intéresser aux profits futurs. Et donc, si une entreprise, malheureusement, a un futur qui semble compromis, et a des perspectives de croissance qui semblent négatives, et bien malheureusement, une boîte vaut un peu tout et rien. Encore une fois, c'est comme avec une entreprise qui ne génère pas de croissance.
voient un peu tout et rien, et souvent plus rien que tout malheureusement. Et c'est un peu ça qui se passe avec Téléperformance. Je voulais faire cette vidéo parce que les investisseurs ont tous cette mentalité un petit peu d'alpiniste. Ils ont très peur des sommets. Quand une action est très élevée, ils ont l'impression qu'elle va chuter, qu'il va y avoir une espèce de gravité qui va la ramener comme ça au sol. Et à l'inverse, on est rassuré quand on n'achète pas au plus haut, quand on achète même de préférence un peu dans un creux. Et encore une fois, cette logique un peu alpiniste qui est de dire... Voilà, c'est moins haut, c'est plus sûr, la gravité est moins forte et donc c'est moins risqué. Malheureusement, cette mentalité un peu d'alpiniste marche très mal pour identifier les risques des marchés financiers. Les actions qui sont hautes en termes de graphique ne sont pas tellement plus risquées que les actions basses. C'est même souvent l'inverse. Certes, des actions hautes vont souvent avoir une valorisation un peu plus forte, mais comptablement, elles sont plus solides, elles ont des croissances plus sûres, des marges plus élevées, et le risque donc qu'elles s'effondrent complètement est en réalité très faible, alors qu'à l'inverse, les actions qui ont perdu beaucoup en valeur sur les dernières années ne sont pas là par hasard et ont souvent des risques intrinsèques comptables qui sont beaucoup plus élevés, qui peuvent les amener à perdre quasiment 100% de leur valeur, comme on l'a vu en France avec Orpea, avec Casino, avec maintenant Clariane qui a baissé beaucoup, enfin il y a pas mal de boîtes qui s'effondrent. Et cette logique qu'on pourrait appeler de l'investissement gravitationnel est plus un frein à acheter de belles entreprises qui sont toujours au plus haut, ou à même à investir quand on est au plus haut sur les marchés financiers, mais ce qui est indispensable pour investir en bourse. Je vous envoie à la vidéo de Zone Bourse de Xavier Delmas sur comment investir quand on est au plus haut, ou faut-il investir quand on est au plus haut, qui est très bien à ce niveau-là. Si vous voulez investir en bourse, il faut investir quand les marchés sont au plus haut, et même plus spécifiquement, pour rentrer sur les beaux dossiers, c'est indispensable d'acheter des actions hautes parce que les beaux dossiers sont toujours très hauts. Et je vous encourage à ne pas avoir trop peur de cette gravité parce que ça n'existe pas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à quelque chose. À la prochaine fois, bye bye.